Bonjour à toutes et à tous. Quand je discutais avec quelqu'un sur Facebook, je ne me souviens pas exactement de quoi nous parlions, mais bon, il m'a posé des questions sur notre mode de travail. Il a posé des questions sur nos priorités. Lorsque vous opérez ou choisissez les patients, à quoi donnez-vous la priorité? Des questions telles que de quoi tenez-vous compte? Je ne me souviens pas clairement, mais j'ai dit à l'époque que j'allais faire une vidéo à ce sujet. J'ai écrit. Et voici ce que je veux dire sur notre algorithme de travail. Comment choisissons-nous les patients? Comment les admettons-nous? Qui acceptons-nous et qui n'acceptons-nous pas? Quelles sont nos priorités à cet égard? Ok. Je vais vérifier le cahier de temps en temps puisque j'ai écrit les notes parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à rapporter. On ne serait pas capable de faire des modifications sur la vidéo après l'avoir enregistrée. Ce n'est pas un texte, bien sûr. Je prends des notes à l'avance. Alors, d'une part, nous évaluons toujours la situation du patient avant l'opération. C'est ce qu'on appelle un examen. En fait, cette évaluation est plus qu'un simple examen. Ce n'est pas juste un examen. Nous évaluons les cas sur plusieurs angles. Je les ai rassemblés sous 3 rubriques. Premièrement, le patient est-il un bon candidat pour la chirurgie? Et ça n'a rien à voir avec la chirurgie qu'il va subir. Plus généralement, est-il éligible pour la chirurgie? Par exemple, le patient est-il psychologiquement capable d'évaluer les résultats de la chirurgie qu'il subira? S'il souffre de troubles psychiques, nous évitons la chirurgie autant que possible. Ou si sa compétence mentale n'est pas suffisante, nous l'évitons également. En d'autres termes, la capacité de jugement du patient sur cette opération devrait être suffisante. Aussi, ces attentes doivent être réalistes. Donc, si vous opérez un patient qui a des attentes très élevées, la déception sera de 100%. Le patient sera insatisfait. Il est également nécessaire de ne pas admettre ces patients pour ces chirurgies. Les attentes du patient doivent être réalistes. Notre responsabilité en tant que médecin spécialiste ici est de guider le patient. Même si l'attente est trop élevée, il faut expliquer au patient ce qu'on peut achever avec cette opération, les limites de la chirurgie. Que ces attentes pourraient ne pas être réalisées, il est nécessaire de raconter tout ça au patient. Sinon, le patient connaît-il les risques de la chirurgie? Est-ce qu'il partage les responsabilités de ces risques avec nous? Il y a quelque chose qui m'énerve vraiment. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand le patient veut une garantie. Je suppose que j'ai écrit ou j'ai raconté cela quelque part plusieurs fois. Je l'ai aussi écrit sur Facebook. Certains patients l'ont probablement découvert et ils me demandent directement s'il y a une garantie, juste pour m'embêter. Docteur, je voudrais subir cette opération, mais est-ce qu'il y a une garantie? Mais qu'est-ce qui est garanti dans la vie? Y a-t-il une garantie que vous rentrerez chez vous lorsque vous sortez du boulot le soir? Est-ce que quelqu'un vous le garantit? Un parti politique quelconque vous promet plein de choses pendant les élections. Vous donne-t-il une garantie? Dit-il qu'une fois parvenu au pouvoir, nous garantissons la chute du dollar, que les taux d'inflation seront faibles et que les taux de chômage seront réduits? Est-ce qu'il signe une lettre d'engagement à ce propos? Vous trouvez ce type de garantie uniquement dans les magasins électroménagers et qui durent 2 ans ou 3 ans seulement. Nous parlons de chirurgie, de médecine. En matière médicale, il n'y a aucune garantie. Quand le patient demande une garantie, cela signifie qu'il n'assume pas sa responsabilité, qu'il veut jeter la responsabilité entière sur le médecin. Il est également nécessaire de ne pas opérer un patient qui n'assume pas une telle responsabilité. Donc, s'il y a des jeunes collègues chirurgiens qui regardent cette vidéo, que ça vous serve de leçon. Si le patient demande une garantie, cela signifie qu'il n'assume aucune responsabilité, toute responsabilité vous appartient. Il veut dire « j'aurai ta peau s'il y a le moindre problème ». Ne prenez pas la responsabilité, n'opérez pas le patient. Le patient veut se faire opérer, mais il ne veut pas assumer la responsabilité de sa propre opération. Alors pourquoi l'opérez-vous? Laissez-le faire sa propre chirurgie. Rien n'est garanti. Le patient partagera nécessairement la responsabilité de cette opération avec le médecin. Quelle est la responsabilité du médecin?
S'il y a des complications, il devrait être capable d'y faire face. On s'entraîne pour ça. Avec 6 années d'études accompagnées d'une spécialisation, qu'apprenons-nous ici? À opérer. Et lorsque nous rencontrons des problèmes, nous apprenons à y faire face. Ce sujet m'énerve vraiment. Écoutez, en parlant des complications, dans un monde avec des complications, donc dans cette réalité, rien n'est garanti. Les complications existent. Quelle est la définition d'une complication? Ce sont des conséquences indésirables. La déhiscence des plaies chirurgicales, l'infection, le saignement. Vous allez en chirurgie d'urgence le soir, le matin, lorsque vous effectuez une intervention chirurgicale, le patient saigne, ça peut arriver. Donc, comment garantissez-vous que cela n'arrivera pas? Ne laissez pas le patient vous demander une garantie. Bref, ce truc de garantie, comme vous pouvez le voir, me tape sur les nerfs. Nous devons partager la responsabilité. Notre devoir, notre responsabilité en tant que médecin est de vous donner suffisamment d'informations sur les chirurgies, expliquer les possibilités de complications de manière totalement transparente. Si cela se produit, nous partageons les responsabilités ensemble et s'il y a des complications, nous devrions également la gérer. D'accord? C'est ça notre responsabilité. S'il vous plaît, le médecin ne devrait pas être tenu responsable de toute conséquence. La deuxième étape est-ce que ce patient est un bon candidat pour cette chirurgie? Maintenant, nous avons compris que le patient est un bon candidat pour la chirurgie, alors il faut penser s'il est éligible pour la chirurgie qu'il veut subir. Disons que nous envisageons de réaliser une augmentation des fesses avec implante chez une femme en surpoids. Avec des hanches larges, cette patiente n'est jamais éligible pour cette chirurgie. Je vous prie. Il ne faut pas le faire. La patiente va chez le médecin avec de telles hanches, elle est en surpoids avec des cellulites, elle veut avoir une augmentation des fesses. Mais vous pensez ressembler à une cover girl de Playboy avec les implants fessiers. Si c'est votre rêve, ce n'est pas du tout réaliste. Avec un implant fessier, rien ne change cette patiente. L'implant sera enfoui dans les fesses, il se noie. Il ne serait pas utile. Par exemple, je donne cet exemple parce que c'est très évident. À mon avis, la patiente porteuse d'implant fessier devrait être mince, à mon avis. Il ne devrait pas y avoir de cellulite sur ses fesses. Elle devrait avoir les fesses plates. Et lorsque vous placez un implant fessier chez cette patiente, elle se transforme en Barbie. C'est tellement agréable. Si vous devriez faire cette opération, alors une telle patiente devrait en bénéficier. Alors, l'éligibilité du patient, c'est très important. Donc, à la fin de l'opération, si l'opération est effectuée correctement, obtendrions-nous un bon résultat ou non? Dans quelle mesure le patient serait-il satisfait du résultat? À 100% ou à 50%? Il faut y penser. S'il est éligible, alors il sera admis pour l'intervention chirurgicale. Alors, nous acceptons de l'opérer. Pour être clair, je n'accepte jamais les patients inéligibles. Je dis, vous n'êtes pas un bon candidat pour cette chirurgie. C'est donc, malheureusement, quelque chose que l'on peut difficilement dire dans le domaine, dans le marché. Pourquoi? J'ai déjà travaillé dans des hôpitaux privés, j'ai également travaillé dans des polycliniques privées avant d'ouvrir ce cabinet. Chaque fois que je rejetais un patient qui n'est pas éligible pour la chirurgie, le directeur de l'hôpital se mettait en colère. Il me demandait pourquoi j'ai refusé le patient. Les hôpitaux veulent que chaque patient qui consulte subisse une opération, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais si le patient est inéligible, je ne l'accepte pas. Je dirais que c'est impossible. Vous ne serez pas satisfait. Bien sûr, l'administration de l'hôpital n'aime pas ça non plus. Ils se disent, cet homme, cette patiente le consulte, il en renvoie 2. Ils n'aiment pas ce genre de médecin. Enfin, je travaille dans le secteur privé. Maintenant, je travaille à mon compte dans mon cabinet et je peux prendre mes décisions beaucoup plus librement. Je n'accepte plus les patients qui ne sont pas des bons candidats pour la chirurgie. Vous me comprenez? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est ma logique de travail. Le troisième point important. Suis-je apte à pratiquer cette chirurgie spécifique? Puis-je bien faire la chirurgie que le patient souhaite? J'ai peu d'expérience dans certaines chirurgies par rapport à des autres chirurgies et beaucoup d'expérience dans certaines chirurgies. Parfois, je me dis que vraiment, personne n'a plus d'expérience que moi pour réaliser certaines chirurgies.
Bien sûr, je le ferai. Mais dans certaines chirurgies, je me dis que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec une telle chirurgie. Je me dis que je peux tout gâcher, franchement. Et je dis au patient, veuillez consulter un de mes confrères pour cette chirurgie. Je lui dis que ce sont les personnes les plus expérimentées dans le domaine lié à cette chirurgie et je l'adresse à l'un de mes confrères. En d'autres termes, je l'adresse à mes confrères qui peuvent le faire, qui travaillent spécifiquement dans ce domaine, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont spécifiquement intéressés par ce sujet. Regardez, je suis capable de faire l'opération du patient et c'est payant, mais la satisfaction des patients peut ne pas être à 100%. Je n'accepte que les patients pour les opérations dans lesquelles j'ai le plus d'expérience, au lieu d'opérer à grands pains et d'obtenir un résultat peu satisfaisant. Pour les chirurgies où j'ai peu d'expérience, j'adresse le patient aux confrères qui travaillent spécifiquement sur cette chirurgie dans la communauté de la chirurgie plastique en Turquie. Je lui demande de les consulter. Je renvoie le patient en lui disant que c'est mieux pour lui. Voici nos préparations pour l'opération. Le patient est-il éligible pour la chirurgie? Est-il un bon candidat pour la chirurgie qu'il souhaite? Troisièmement, est-ce que j'obtiens un bon résultat dans cette opération? Si tout est en règle, alors je peux opérer le patient. Et le patient sera évidemment satisfait. Après tout, c'est ce que je fais le mieux. Je pense que c'est mieux de travailler de cette façon. Je pense que c'est le bon algorithme. Je ne me souviens plus de tout avec qui j'ai parlé sur Facebook, mais je vous remercie vraiment. Nous avons eu une conversation sur ce sujet très intéressant. En fait, c'est bien d'avoir fait une vidéo à ce sujet aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez aussi à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup.